Bonjour à tous, je suis Pierre Lucroix, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de BBC Cash Echo. Le chocolat, pas seulement un problème pour notre ligne. Des millions d'enfants travaillent dans les champs de cacao, notamment en Côte d'Ivoire. L'Afrique est le continent le plus visé par les sanctions économiques, mais certains dénoncent leur effet limité. Puis Batman et Superman peuvent bien ranger leur cape au placard. L'Afrique a elle aussi ses super-héros modernes et représentatifs de sa diversité. Et voilà pour le menu de BBC Cash Echo. Alors, c'est une petite douceur qui peut se révéler très amère, car saviez-vous que des millions d'enfants, ils travaillent dans les plantations de cacao pour satisfaire notre gourmandise, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire. Une récente opération de police a secouru 137 enfants victimes de traite et d'exploitation. Originaires de plusieurs pays de la sous-région, plusieurs d'entre eux étaient destinés à travailler dans les champs. On estime que plus de 2 millions d'enfants travaillent dans le cacao rien qu'en Afrique de l'Ouest. Plus d'1 million d'entre eux se trouvent dans les plantations ivoiriennes, un travail éreintant qui les empêche d'aller à l'école, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté. Surtout que moins de 1% de ces mineurs seraient payés. Voilà, et on jette justement un coup d'œil à vos tweets. Pour Brune Porson, la ministre française de l'écologie, les chocolatiers doivent travailler avec les ONG, le ministre de l'écologie, pour prendre des engagements. Félicité Doubanga reprend les propos de Raphaël Kwame, un planteur de cacao de Petit Yaoukro en Côte d'Ivoire. « Je ne veux pas que mes enfants soient planteurs, parce qu'on souffre, on ne gagne rien. » Voilà, et on finit par le tweet avec cette touche d'humour signée Jean Torrien. Quand tu vois les reportages sur l'exploitation des enfants et des Burkinabés dans les récoltes de cacao en Côte d'Ivoire, tu te dis que les gilets jaunes ne s'imaginent pas la chance qu'ils ont de vivre en France. Bref, il faut parfois aussi relativiser. Voilà, Anne-Marie Diaz-Borges de la rédaction vient de nous rejoindre. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Pierre-Luc. Alors Anne-Marie, on parle souvent du travail des enfants, mais c'est de l'esclavage en fait, non ? Absolument, parce que quand on évoque le terme de travail, ça sous-entend qu'il y a quand même un paiement, qu'il y a un salaire, et on se rend compte, tu l'as mentionné, que à peu près 1% d'entre eux, de ces enfants, sont rémunérés. La plupart, ils reçoivent de la nourriture dans les plantations, donc finalement, c'est de l'esclavage. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y aurait toute une filière, et d'ailleurs, le coup de filet dont tu as parlé en Côte d'Ivoire, a mis la main sur des personnes qui trafiquaient des enfants. C'est des petits Béninois, des petits Togolais, des Nigériens, des Nigérians, qui sont arrivés comme ça en Côte d'Ivoire, vraisemblablement pour aller travailler dans ces plantations, mais pas seulement. On parle peut-être que certaines des jeunes filles étaient destinées à la prostitution ou alors à devenir des domestiques. Donc c'est tout un réseau qui est mis en place. En général, ces enfants sont mis entre les mains de ces trafiquants, au su ou alors à l'insu des familles pour quelques centaines de dollars. L'argent sert à financer leur transport jusqu'à la plantation et alors là, en contrepartie, ils travaillent souvent pour rien. D'accord. Alors, les pays, les chocolatiers, les industriels s'étaient engagés en 2001 à éradiquer le travail des enfants. Au vu des chiffres, il y a beaucoup de progrès à faire, non ? Absolument. 2001, c'est pratiquement il y a 20 ans et on se rend compte que le problème y subsiste. Alors, face aux centaines de plaintes qui ont été déposées, il y a certains grands groupes comme Nestlé qui ont quand même décidé de s'engager avec un petit peu plus de force. Nestlé a notamment lancé l'ICI, c'est une fondation qui essaye d'assurer que ce soit plutôt des adultes qui travaillent sur les plantations. Mais j'ai parlé de réseau et non seulement c'est un réseau très souvent, mais c'est une filière très poreuse et le problème c'est la traçabilité. Quand on voit souvent que ces sacs de fèves, il n'y a aucune traçabilité, il n'y a pas d'étiquette, sûrement pas de code barre, comment est-ce qu'on peut savoir que ce sont des adultes ou bien des enfants qui ont récolté? C'est super difficile. D'accord. Merci Anne-Marie, merci pour ces informations.
Jetons un œil au reste de l'actu éco du jour, 2,9%. C'est la croissance attendue en Afrique subsaharienne pour l'année 2020 selon la Banque mondiale. Encore trop peu d'après les économistes pour réduire la pauvreté et pour cause, la demande extérieure reste faible et l'instabilité de certains pays demeure des freins à une réelle envolée à l'échelle du continent. Les entreprises camerounaises sont 2 fois plus nombreuses qu'il y a 10 ans, désormais 200 000 selon le dernier recensement. Alors 98% sont des petites ou de très petites entreprises majoritairement implantées à Yaoundé et Douala. Et pour finir, le Kenya entre en guerre contre le lait importé à bas coût. Nairobi imposera désormais une TVA de 16% sur l'ensemble des produits laitiers extérieurs à la communauté d'Afrique de l'Est, et ce afin de protéger ses producteurs locaux. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on vous emmène au Nigeria découvrir ces nouveaux super-héros venus du continent. Vous regardez Cacheco, votre rendez-vous avec l'actualité économique. Alors, la Chine appelle à la fin des sanctions internationales contre le Zimbabwe, des sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne en 2002. Il reproche au gouvernement zimbabwéen son manque de respect des droits de l'homme et puis également de la liberté de la presse. Et le Zimbabwe n'est pas le seul pays africain visé par ces sanctions. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 9 pays du continent qui en sont la cible, ce qui fait du continent le pays le plus affecté. Alors, leur but est généralement de punir soit un pays ou soit des individus en appliquant par exemple des embargos sur les armes, des interdictions de voyager, des sanctions financières, diplomatiques ou économiques. Mais de nombreux chercheurs affirment qu'elles sont inefficaces et qu'au final, ce sont les populations de ces pays qui souffrent le plus. Voilà, Régis Humpé, géopolitologue, est avec nous depuis Paris. Bonsoir Régis. Bonsoir. Alors Régis, est-ce que ces sanctions marchent? On a envie de se poser la question. Il y a de quoi douter, parce que la réalité de ces sanctions, très généralement, c'est des sanctions qui sont édictées et qui devraient justement frapper des dirigeants, mais malheureusement, les populations aussi sont généralement très victimes. Un dirigeant dont le pays est sanctionné économiquement, si vous voulez, lui, il n'en souffre pas plus que ça parce qu'il est, entre guillemets, à l'abri des besoins. Mais les besoins essentiels que sont l'alimentation, l'agriculture, la santé, l'éducation frappent directement les populations. Donc malheureusement, les populations, elles sont directement impactées. Alors que la réalité d'une sanction économique, c'est de pouvoir mettre la pression sur un régime. Et malheureusement, ces régimes, je pense qu'on peut l'affirmer très généralement, sont peut-être isolés médiatiquement, isolés politiquement, isolés diplomatiquement, mais la réalité c'est que ce sont les populations qui sont davantage le plus affectées. D'accord. Alors pourquoi le continent pourquoi l'Afrique est le continent le plus visé par les sanctions? Est-ce qu'on peut parler d'impérialisme? Le continent africain, malheureusement, effectivement, ne soyons pas absolus, parce qu'il y a d'autres pays comme l'Iran, Cuba, la Syrie et même la Russie qui peuvent être sanctionnés. Mais si nous revenons sur le continent africain, c'est aussi comme le continent des conflits larvés, des guerres civiles, des violations des droits de l'homme, et qui sont très généralement le fait d'hommes politiques, de dirigeants, de régimes autocrates. Et malheureusement, quand on fait cette concentration fait que justement dans la cartographie des pays qui sont sanctionnés économiquement, le continent africain vient malheureusement en tête. D'accord. Et donc, pour les populations, comment elles peuvent survivre à ces sanctions? Quelles sont les solutions? C'est très compliqué pour les populations parce que très généralement, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est compliqué parce que la réalité est qu'il y a moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins d'alimentation, et malheureusement, on se rend compte que
généralement, quand les pays sont sanctionnés, c'est aussi un impact sur l'aide publique au développement. Alors que cette aide publique au développement, c'est elle qui permet dans le budget national de ces pays, justement, de subvenir à ces besoins. Donc ces populations, elles sont encore plus, qui étaient déjà plus nécessiteuses, elles sont encore plus martyrisées et malheureusement, elles continuent d'être les victimes quand même de ces sanctions. Donc tout ça pour vous dire que la réalité, les sanctions économiques peuvent avoir un impact politique, médiatique et diplomatique sur sur un État, mais la réalité c'est que les populations elles sont impactées et généralement le retour voulu par ceux qui sanctionnent, par les grandes puissances, c'est que les populations justement puissent se révolter et puissent changer de régime, alors que très généralement les régimes qui sont sanctionnés sont les régimes autocrates, donc qui ne permettent pas l'alternance. Merci Régis, merci à vous. Je vous en prie. Quand on pense à un super-héros, on s'imagine souvent Superman, Batman ou Spider-Man. Ils portent des masques ou des capes, mais ont aussi en commun le fait d'être des hommes et d'être blancs. Au Nigeria, un éditeur tente de changer la donne avec des personnages représentatifs de la diversité du continent. Voici Deyo, un courageux guerrier et un super-héros africain. C'est le personnage principal d'une bande dessinée intitulée « Les défis de la lance ». En mariant les traditions tribales et le concept d'afrofuturisme, elle contribue à faire connaître les dessinateurs africains. Basée à Lagos, l'entreprise qui l'édite s'appelle Comic Republic. Elle produit des livres, réalise des animations et s'est fixé un objectif, faire naître des héros africains. Nous racontons une histoire pour le monde entier, avec des personnages qui sont basés ici et qui sont prêts, et ont le pouvoir de faire le bien. On met en avant la diversité d'un point de vue africain, et plus particulièrement nigérian. La Comic Convention de Lagos est le rendez-vous incontournable des fans de super-héros. Mais le but n'est pas seulement d'acheter des bandes dessinées, c'est aussi de les imaginer. C'est génial, c'est un grand moment. Le Comic Con de Lagos a permis de découvrir de nouveaux talents. Les gens qui viennent ici se rendent compte de ce qu'il est possible de réaliser et créent ensuite leur entreprise. Ils se découvrent un esprit d'entreprise pour leur propre projet. Il semble bien que les bandes dessinées aient le vent en poupe au Nigeria, ainsi que dans l'ensemble du continent. Une tradition on ne peut plus américaine, qui se trouve un nouveau souffle en Afrique. Et la citation du jour est signée Anita Roddick, une femme d'affaires britannique. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir de l'impact, essayez d'aller au lit avec un moustique. Très énervant. C'est déjà la fin de BBC Cash Echo. Merci de nous avoir suivis.